Je pense donc je lis. Je pense donc Alors, je lis. quand vous m'avez demandé de parler d'un autre livre que le mien, Tu peux me tutoyer, c'est pas un problème. oui, quand tu m'as demandé de parler d'un autre livre Ou, que le mien, ou me dire vous, hein. bon, me fais pas chier. Sinon, j'arrête. Bon. Eh ben, j'ai pensé qu'il y avait des passerelles entre mon bouquin, Illusion d'optique, et puis un bouquin de Italo Svevo. Qui Italo Svevo, qui Qu'est-ce que s'appelait Ettore Schmitz. C'était un Triestin qui vivait en Italie. Enfin, en Italie, c'était pas encore l'Italie, puisque Trieste est devenue italienne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et alors, ce type, il y avait des passerelles entre son livre et le mien, parfois conscientes et des fois inconscientes. Parfois inconscientes parce que, par exemple, c'est un type qui a écrit son livre à 60 ans. Moi, je l'ai écrit à 62 ans. On avait le même âge. Et il s'était déjà ramassé pas mal de gamelles littéraires avec 2 bouquins. Il avait écrit un livre à 31 ans qui s'appelle Una Vita. Et à 40 ans, un autre livre qui s'appelait Senilita. Sénilité, il n'y a pas besoin de traduire. Et qui avait été un bide. Il les avait d'ailleurs écrits à compte d'auteur, comme le troisième, celui qui l'a rendu célèbre, qui s'appelle La conscience de Zéno. Et bon, je vais certainement le découvrir, parce que dans mon propre livre, je parle toujours de Dernière cigarette, de la confusion d'essai avec Divine Comédie. Ça m'amusait, puisque j'ai un copain qui a traduit la Divine Comédie. Et donc, il y a des passerelles comme ça, l'âge, le bide, le fait que son bouquin, il l'a écrit à 65 ans, il a été publié, je crois, 9 ans après qu'il a été écrit, et il a été découvert tout à fait par hasard, parce que c'était un type qui était un commercial, il avait hérité de son père d'une petite entreprise de peinture, je crois, et il était obligé d'apprendre l'anglais. Et il se trouve que James Joyce est venu enseigner l'anglais à Trieste. Et donc il a découvert son livre, et avec Valérie Larbaud, ils l'ont fait connaître en France. Et du coup, ça a été la révélation, c'est devenu un précurseur du roman moderne, etc. Et voilà. Et c'est plein d'intériorité, un peu comme mon livre aussi. Alors évidemment, les échelles de comparaison que je prends sont des grandes échelles, et je hisse mon livre vers le haut, mais après tout, tout littérateur est un peu mégalomane, donc tant pis. Tant mieux, tant mieux. Et donc, il y a plein d'occurrences comme ça. Alors je me suis rendu compte en plus qu'il y avait des influences qui étaient conscientes et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Par exemple, j'ai cité une phrase, la vie n'est ni belle ni triste, elle est seulement originale, en pensant que ça ne venait pas de la conscience de Zéno, écrite par Svevo, mais de la mienne. Et comme tu m'as convoqué pour ce petit film, je me suis dit, il faut que je relise ce bouquin. Et je me suis rendu compte 10 ans après que ce bouquin était énorme, en pages très serrées, je les ai avalées quand même. À quel avec prix, plaisir. à quel prix? Avec plaisir, et c'est vraiment très très marrant. Mais combien il coûte à peine plus cher que le mien. Mais bon. Et c'est donc, c'est une auto-psychanalyse. Il faut dire que Svevo a traduit Freud. Et du coup, il était très au fait des idées psychanalytiques, mais il n'y croyait pas. En fait, c'est un malade de la volonté qui, dès le premier chapitre, parle de son intention d'arrêter de fumer, et dit que s'il arrête de fumer, il va devenir beaucoup plus fécond, en bonne santé, mais que si on commence à fumer, il éprouvera un sentiment de liberté énorme. Et tout ça, c'est un prétexte à ce qu'il raconte. Il passe toute sa vie au crible. Et c'est vraiment très, très féroce, désopilant. Et alors l'intériorité de Svevo, c'est un livre qui est très intériorisé comme ça s'adresse à l'intériorité du lecteur. Et il décrit la vie et les apories de la vie, les non-sens, etc., qui font que il a envie de rester comme il est en fait. Il n'a pas envie de quitter ses névroses, il a envie de vivre avec. Et il considère que l'existence est qu'on est dans l'expectative pendant toute l'existence et qu'à la fin on l'est encore le jour de la mort.
Alors il y a des quiproquos très drôles. Il y a par exemple, il ressuscite un petit problème qu'il avait avec son père, qui était enfoui à travers cette psychanalyse qui est la conscience de Svevo. Et par exemple, le jour de la mort de son père, il oublie carrément d'appeler le médecin. Et son père se lève dans un effort surhumain. Remarquez s'il est mort. Oui, son père se lève dans un effort surhumain pour faire quelque chose. Et à ce moment-là, Zeno, le personnage de Svevo, est devant le père. Le père se trompe sur les intentions du fils et il le gifle. Et il tombe raide mort. Après, il y a quelque chose comme ça. Il veut épouser des filles. Il y a 3 sœurs qu'il connaît, il va en épouser une. Il fait la cour à l'une qu'il trouve très belle. Évidemment, celle-là ne l'aime pas. Alors il est très pragmatique, il épouse la fille qu'il n'aime pas, mais qui lui fait les yeux doux. Puis finalement, il découvre qu'il aime bien sa femme, ce qui n'empêche pas de prendre une maîtresse et de se, disons, de se jurer tout le temps de rompre avec elle, ce qu'il ne fait jamais. Enfin voilà, Svevo, c'est ça. Il y avait d'autres passerelles avec Svevo, oui. Bon, il y en a une qui est curieuse. J'ai commis une erreur dans mon livre. À un moment, il y a une chose qui se passe dans le square de gauche, que j'appelle évidemment en tant que bon autodidacte le square Sénestre de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et il y a un buste qui rendait hommage à Apollinaire, qui était réalisé par Picasso, et je croyais que c'était Apollinaire. En fait, c'est Dora Maar. Dora Maar, c'était une photographe qui était modèle de Picasso, une ex-maîtresse de Picasso, peut-on dire. Et cette statue, j'ai écrit le texte où avec quelqu'un, c'est du vécu, on décape la statue d'Apollinaire, que je croyais être d'Apollinaire, parce qu'il y a des chure de pigeons devant des gens, je sais que les flics arrivent d'ailleurs, et devant des gens ébahis. Et puis, j'ai lu, en m'intéressant à Svevo, que sa propre statue à lui, et dans un square triestin, a été dérobée, exactement comme celle de Dora Maar dans le square de... Il y en a plein, j'ai pu trouver plein d'occurrences comme ça, après coup. Voilà pourquoi je voulais parler de Svevo. Alors si je pérore un peu, compte tenu de la qualité de mon œuvre et de la sienne, si j'arrive quand même à faire en sorte que les gens qui ne connaissaient pas Italo Svevo le lisent, bon, tout me sera pardonné. Merci, Jean-Louis Dupont. Une autre passerelle entre Svevo, je ne bouge pas du pied, c'est qu'on a reproché à Svevo son langage. Il faut savoir qu'à Trieste, c'était encore, à l'époque de Svevo, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était l'Autriche-Hongrie. Donc on parlait allemand, il avait fait ses études en allemand d'ailleurs, Svevo, on parlait croate, on parlait grec, on parlait juif. On parlait pas c'est toi. On parlait juif. Et donc, et le patois triestin reflétait toutes ces interférences. Et donc, les Italiens, après la guerre de 14, donc Trieste est devenue italienne, et on lui a beaucoup reproché sa façon d'écrire. Alors que c'est un type désopinant, mais d'une drôlerie extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, une autre passerelle. Moi qui suis autodidacte, j'ai appris un petit peu d'une manière vagabonde la langue écrite. Et donc, évidemment, je veux prouver que je sais parler, j'emploie des tas de mots compliqués, etc. Et c'est évidemment le reproche qu'on me fait. La façon dont j'écris, ce que je ferai plus d'ailleurs si j'écris un nouveau livre. Je vais dire plus couler. Mais je me suis rendu compte que Svevo n'avait pas eu de succès à cause de sa façon d'écrire, entre autres. Et moi, disons, au bout de 100 livres vendus, au même âge que lui, tous les espoirs me sont permis. Excellent.